Arrivée cet après-midi du président de la République Alassane Ouattara au Gabon, le chef de l'État participera dans la capitale Libreville à une rencontre internationale sur le développement de l'Afrique, le New York Forum Africa. La première dame de Côte d'Ivoire célèbre les femmes du Denguélé. Dominique Ouattara est en visite dans la région. Célébration demain 16 juin de la journée de l'enfant africain. Dans cette édition, vous entendrez le message du gouvernement ivoirien dans le cadre de cette journée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé cet après-midi au Gabon. Dans la capitale gabonaise Libreville, le président de la République prendra part au New York Forum Africa, une rencontre internationale sur le développement de l'Afrique. À l'occasion de ce forum, le chef de l'État prononcera un discours sur le thème « Le chemin à suivre par l'Afrique pour l'Afrique ». À l'aéroport Léon Mba de Libreville, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue du Gabon, le président Omar Bongo Ondimba, accompagné de plusieurs autorités politiques et administratives. La communauté ivoirienne du Gabon s'est pour sa part fortement mobilisée pour réserver un accueil enthousiaste au président de la République, Alassane Ouattara. Le lundi, le chef de l'État assistera à la cérémonie de baptême et de sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major de Libreville, dont il est le parrain. Et à son arrivée au Gabon, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait une déclaration. Voici un extrait de son intervention au micro de Awa Touré. Je suis tellement heureux d'être là et c'est une opportunité d'échanger avec le président Ali Bongo. Et nous nous voyons souvent, nous nous téléphonons souvent, nous nous concertons sur les grands sujets. Et là, je viens particulièrement pour le forum New York Africa. Et nous parlerons bien sûr de l'Afrique, des possibilités de développement, de la jeunesse africaine. Et j'ai également le grand honneur d'avoir été choisi pour parrainer la 12e promotion de l'école d'état-major. Et donc c'est une grande joie d'être là. Le groupe marocain Adowa, un opérateur immobilier, veut réaliser 10 000 logements en Côte d'Ivoire. Une convention a été signée dans ce cadre à Abidjan, à la primature entre ce groupe et l'État de Côte d'Ivoire. L'ancien Ouattara nous en parle. C'est sous le regard bienveillant du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan que s'est effectuée la signature de convention entre l'État ivoirien et le groupe marocain Adowa. Par cet acte, ce sont 10 000 logements qui devraient sortir de terre pour les Ivoiriens dans le cadre de la politique du logement du gouvernement. Donc nous sommes engagés avec M. le Premier ministre de lancer notre programme sur la base de 10 000 logements. Donc faire 2500 logements en plus et nous y croyons et nous sommes, disons, sûrs que dans quelques mois, nous venons signer encore un peu plus de logements. Selon le ministre ivoirien en charge du logement, dès la fin de la saison des pluies, les premiers coups de pioche seront donnés. Les premiers programmes seront donc réalisés à Lokodjo et puis à Koumassi. Nous nous sommes engagés au niveau du ministère de la Construction d'aider donc le patron du groupe à trouver en tout cas d'autres réserves foncières autour d'Abidjan pour donc lui permettre d'atteindre le chiffre de 10 000. Le groupe marocain est déjà présent en Côte d'Ivoire avec la construction d'une cimenterie et d'une usine de fabrication de sacs. Au Maroc, l'entreprise construit près de 30 000 logements par an avec un système de guichet unique au bout duquel le client rentre en possession de son logement. Daniel Kablan-Duncan a pu d'ailleurs visiter les réalisations du groupe lors d'un récent séjour au Maroc. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera du 2 au 7 juillet une visite d'État dans le district des Savanes. Comment les populations se préparent-elles à accueillir le chef de l'État? Le point avec Léon Brou. À 15 jours de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire, la région du Thiologo prête à accueillir son fils. Cette assurance se dégage du bilan des préparatifs de cette visite d'État présentée au cadre du Thiologo. Le corps préfectoral se réjouit du bon état d'avancement des travaux de réhabilitation ou de création d'infrastructures pour répondre en partie aux attentes des populations des 3 départements, Perkessédougou, Kong et Ouangolo-Dougou. Le problème crucial au niveau de Ouangolo-Dougou a toujours été le problème d'adduction d'eau en eau potable.
à ce sujet. Déjà, je pense qu'un travail a été fait. Le bitumage de 7 à 8 km, les travaux de réhabilitation du réseau d'eau, du réseau d'électricité, des travaux de desserte pour faciliter la communication entre les chefs-lieux et l'arrière-pays. Les délais qui nous ont été communiqués, Kong sera prêt pour accueillir son fils. Le Tchologo est prêt à plus de 75% déjà. Et je peux dire que d'ici le 25 du mois, tout sera fin prêt. Sur la lenteur dans l'exécution de certains travaux, le président de l'Assemblée nationale, lui-même cadre du Tchologo, a attiré l'attention des cadres et autorités administratives de la région. Pour Guillaume Soro, tout doit être mis en œuvre pour le succès dans la première visite d'État du président de la République dans sa région d'origine. Question pour les populations de démontrer leur attachement aux idéaux défendus par leurs fils. Certaines régions de la Côte d'Ivoire ont été désenclavées parce qu'il y a eu des visites d'État dans ces régions. Ce sera aussi l'occasion pour le président de la République de porter un message de réconciliation, un message de paix, de solidarité à l'endroit des populations. Guillaume Soro a également annoncé sa descente prochaine sur le terrain des préparatifs de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Tchologo. Sur place, le président de l'Assemblée nationale a fait don de 12 millions de francs CFA, 6 millions aux 3 points focaux et le reste au préfet des départements de Ferkessédougou, Kong et Ouangolodougou. Célébrer les femmes du Denguélé, tel est l'objectif de la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la région. La première dame a pu également s'enquérir des difficultés des femmes du Denguélé. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. C'est comme prévu que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée ce samedi 16 juin 2013 dans le Denguélé à l'occasion de la fête des mères spéciale ou fête des mères décalée. La première dame de Côte d'Ivoire, à la tête d'une importante délégation comprenant entre autres des membres du gouvernement, a salué après sa descente d'avion toutes les personnalités administratives, coutumières et civiles présentes à l'accueil. Un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport, comme au centre-ville et au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné, choisi pour abriter la cérémonie. Un stade plein comme un œuf avec cette foule venue de tous les horizons, tel le microcosme de la société ivoirienne, pour donner à cette cérémonie une dimension toute particulière, pour ne pas dire nationale. Dominique Ouattara ne s'est pas empêché d'y prendre un bain de foule, faisant le tour de tous les chapiteaux dressés pour la circonstance et des tribunes du stade. Au stade Mamadou Koulibaly, c'est d'abord les allocutions. Allocution pour exprimer la bienvenue, à commencer par celle de Madame le maire d'Odiéné, Nasseneba Touré, suivie de celle d'autres représentants qui se sont succédés pour saluer la première dame de Côte d'Ivoire et ses actions sans cesse menées envers les plus démunis ou les plus vulnérables, en l'occurrence les enfants et les femmes. À l'occasion de cette fête en l'honneur des femmes de Côte d'Ivoire à travers celle d'Odiéné, la première dame de Côte d'Ivoire ne s'est pas rendue dans la capitale du Denguélé une fois de plus sans apporter de présents. Plusieurs dons ont été offerts, surtout du matériel agricole et sanitaire, des dons en vivres et non-vivres, en un mot, des dons en espèces et en nature évalués à plus de 171 millions de francs CFA. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, rien ne vaut le bonheur de se retrouver parmi les siens. Chers parents d'Odiéné, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve aujourd'hui pour partager ce moment de joie avec vous à l'occasion de la fête des mères. Cette visite d'aujourd'hui est un moment privilégié que j'attendais avec impatience. Je me sens véritablement chez moi, ici, à Odiéné. Vous savez, votre région est particulièrement chère à mon cœur. C'est en effet la terre d'origine de Hadja Nabitou Cissé, notre chère maman, que nous regrettons tant. C'était une femme exceptionnelle, dont j'étais très proche et qui a toujours soutenu son fils par ses bénédictions et ses conseils. Que son âme repose en paix. Allah Hinala.
À chacune de mes visites, vous faites preuve d'une grande affection à mon égard et vous vous mobilisez tous pour m'offrir un séjour agréable. Cette fois encore, vous êtes venus de toute la région et la présence de chacun d'entre vous me fait chaud au cœur. La première dame de Côte d'Ivoire a par ailleurs remercié toutes les personnalités présentes ainsi que plusieurs cadres de la région pour avoir contribué de par leur présence à la réussite de cette fête. Une fête qui a permis à tout le monde de chanter et danser, y compris la première dame qui n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux hommes célébrés ce dimanche. Le monde entier célébrera demain 16 juin la journée de l'enfant africain. Cette journée vise à commémorer le massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud. C'était le 16 juin 1976. Thème de la célébration cette année, éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la protection des droits des enfants. Je vous propose d'écouter la déclaration du gouvernement recueillie par Honorine Anigori. Le point de quelques-unes de ces pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. Il s'agit notamment des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et forcés, du phénomène dit d'enfants sorciers, des discriminations délibérées entre enfants handicapés, de l'utilisation à des fins de mendicité et du travail de l'enfant. Seulement 63% des enfants de moins de 17 ans disposent d'un acte de naissance. Le risque de mortalité infantile est évalué à 68 pour 1000 et seulement 14% des enfants ont été déclarés à la naissance à l'état civil. Quant à la prévalence des mutilations génitales féminines, elle est estimée en Côte d'Ivoire à 36% des filles et des femmes de 15 à 49 ans. Parmi les 85 517 personnes handicapées en Côte d'Ivoire, 25 655 sont des enfants en âge scolaire qui représentent 0,56% de la population ivoirienne. Pour une meilleure protection de l'enfant, le gouvernement a adopté plusieurs instruments juridiques nationaux et internationaux criminalisant les pratiques néfastes et visant à les éradiquer. À cet effet, des politiques de sensibilisation axées sur les conséquences de ces pratiques culturelles néfastes sont mises en œuvre. Dans cette optique, le document de politique nationale de l'enfant, actuellement en cours d'élaboration, montre la volonté ferme et l'engagement du gouvernement à assumer pleinement son rôle, celui de protéger chaque enfant contre toute forme de maltraitance, d'abus et d'exploitation, et de garantir son épanouissement physique, psychologique, cognitif et social. La journée de l'enfant africain est célébrée tous les 16 juin. Et on a célébré hier, vendredi 14 juin, la journée mondiale du don de sang. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée à San Pedro. Thème de la journée, don du sang, un cadeau pour sauver des vies. Mamadou Kwasi. Zalika Ada, 28 ans, mère de 2 enfants, est soldat de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ce sergent de l'armée nigérienne se souvient encore de la césarienne qui a failli lui coûter la vie. Et depuis, elle est devenue une promotrice du don de sang. Ils sont nombreux, ces donneurs de sang, ces héros du silence qui chaque jour sauvent des vies. La Bible le dit, quand tu sauves une vie, c'est que tu sauves plus de milliers de personnes. Alors, je vais donner le sang pour sauver ces milliers de personnes. Mon sang peut sauver un frère ou une soeur, ou même un enfant. Il y a l'un de mes amis qui a perdu son fils à l'hôpital. Un temps, il avait besoin de sang. On a cherché du sang dans tous les coins. Il n'a pas eu de sang. Pour cela, je préfère donner mon sang pour sauver d'autres vies, pour ne pas que plus de personnes soient dans ce cas. L'action d'encouragement par le directeur du centre national de transfusion sanguine.
Il explique que le pari de la qualité du sang est gagné. Reste celui de l'autosuffisance en produits sanguins. Car à la vérité, s'il est communément établi que rien ne vaut la vie, il est donc clair que celui qui donne son sang pour secourir un malade anémié fait une largesse sans commune mesure à celui-ci. En clair, il lui fait un don de vie, un cadeau de vie. C'est d'ailleurs grâce à ces gestes de bonne volonté et profondément humanistes que nous continuons d'exercer sereinement et avec abnégation notre mission de service public. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire réaffirme la volonté de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement et surtout dans la lutte contre le sida. Au cours de la journée dédiée aux donneurs de sang, le secrétaire général de la préfecture de San Pedro, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, invite la population à se mobiliser afin de gagner le pari de l'autosuffisance en produits sanguins. Pour atteindre cet objectif, selon lui, il faut qu'1% de la population ivoirienne donne son sang au cours de l'année. Les populations, à travers un défilé, ont pris l'engagement de relever ce défi autour du thème « Don de sang, un cadeau pour sauver des vies ». Les meilleurs comités de donneurs ont été félicités. L'Union européenne vient en aide à l'État de Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'eau potable. L'eau potable est rare dans la plupart des villages des régions de l'ouest et du sud-ouest du pays. Préoccupée par cette situation, l'Union européenne a décidé de financer un projet dénommé Programme hydraulique et assainissement pour le millénaire. La signature de convention entre l'instance européenne et l'État de Côte d'Ivoire s'est faite au plateau. Serge Gangomé, Mamadou Kwasi pour le reportage. 18 milliards de francs CFA. C'est le montant de l'aide apportée à la Côte d'Ivoire par l'Union européenne en vue de résoudre le problème de manque d'eau potable et d'assainissement dans les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest. Une zone qui a fait maintes fois les frais de la crise sociopolitique. D'où cette signature de convention pour entamer le programme hydraulique et assainissement pour le millénaire. Femmes. Dans le cadre de notre partenariat pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne s'aligne sur la volonté de l'État, d'une part, de doter tous les villages entre 1000 et 4000 habitants d'un système HVA, hydraulique villageoise améliorée. Il s'agit d'un château d'eau, comme vous l'avez vu sur les images, et d'un réseau de bornes-fontaines pour assurer l'accès à l'eau potable. Le geste de l'Union européenne est salué par le gouvernement. Le président de la République en fait un objectif majeur, d'où la pertinence du programme Femmes, qui devra impulser un élan qualitatif à la matérialisation de cet objectif. À ce stade, permettez-moi d'exprimer toute la gratitude du gouvernement ivoirien à nos partenaires. Ce sont au total 100 villages des régions du Tonpi, du Guémon, de la Nawa, de la Maraoué, du Boclé et de San Pedro qui bénéficieront du projet Femmes. Un projet soutenu par la KfW et qui sera appuyé sur le terrain par l'UNICEF au plan technique. L'Association des raffineurs africains s'est retrouvée au Cap, en Afrique du Sud, au centre des échanges, l'investissement dans les infrastructures de raffinerie sur le continent. Jean-Jacques Kwame Alla nous apporte des précisions. Les délégués de l'Association des raffineurs africains, entendez raffineurs, banquiers, régulateurs, importateurs, distributeurs, compagnies de trading et fournisseurs de produits et services, ont planché sur les thèmes investir dans les infrastructures. Objectif, permettre à l'industrie des raffineries africaines, qui représente à peine 12% de la production mondiale du brut en pétrole, de tenir la route dans ce secteur de plus en plus concurrentiel. Et cela passe par le financement. Au cours de cette 7e assemblée annuelle, l'Ivoirien Joël Derbin a été réélu secrétaire exécutif de l'ARA, l'Association des raffineurs africains, poste qu'il occupait depuis 2006, et l'Angolaise Annabella Fonseca, dont la contribution au développement de l'ARA a été saluée par l'Assemblée, quitte la présidence. Elle est remplacée par le Nigérian Anthony Uchechukwu. Les priorités pour nous en Afrique, c'est d'avoir un rendement efficace, revoir au rabais les coûts de nos productions, avoir des projets fiables, mais aussi des projets qui introduisent une valeur ajoutée afin que la rentabilité puisse s'accroître. C'est cette mission que je veux accomplir à la tête de l'Association des raffineurs africains. Créée en 2006, l'ARA compte une trentaine des 44 raffineries du continent africain. Pour 2014, les 400 participants se sont donné rendez-vous
en mars à Marrakech au Maroc pour la 8e édition de la semaine du raffineur africain. En sport, la Côte d'Ivoire a remporté ce samedi le titre de champion du monde francophone de taekwondo à l'issue de la compétition qui s'est déroulée au Vietnam. La Côte d'Ivoire a obtenu 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Et c'est désormais une certitude, l'Afrobasket aura bel et bien lieu à Abidjan et ce sera dans le mois d'août. La dernière visite des experts de la Fédération au Palais des Sports de Treichville a été concluante et c'est ce que nous dit Daniel Kwebi-Kwalo. Plus de doute, l'Afrobasket, le championnat d'Afrique des nations masculines 2013 de basketball aura bel et bien lieu à Abidjan du 20 au 31 août prochain. C'est ce qui ressort de la visite des experts de FIBA ce vendredi 14 juin 2013. Présidé par Fodé Amara Kondé, président de la commission des compétitions, cette visite avait pour but d'inspecter et d'évaluer les travaux d'aménagement du palais et du hall des sports de Treichville devant accueillir la 27e édition de l'Afrobasket Abidjan 2013. Pour avoir l'organisation, honnêtement, je suis épaté, surpris de cet élan qui est amorcé par l'organisation et tout ce que j'ai vu là. Je ne m'attendais pas. Je peux dire que la 27e édition de l'Afrobasket aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Depuis la dernière visite des experts de FIBA le 15 mai dernier, on note avec beaucoup de satisfaction l'évolution rapide des travaux conformes aux normes FIBA. Reste maintenant le paiement des droits à FIBA qui s'élève à 1 milliard de francs CFA. Nous avons exigé que le financement suive et il faut que les engagements financiers de la Côte d'Ivoire soient tenus aussi. C'est important d'ici le 15. Tout en remerciant l'implication personnelle du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Loubognon, et les autorités ivoiriennes, le président de COCAN, Fofana Bouaka Sidiki, a souhaité que les travaux de réhabilitation en cours gardent le cap, afin que la satisfaction des experts soit renouvelée le 15 juillet prochain, lors de la réception des infrastructures par FIBA Afrique. Hors de la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma appelle la jeunesse à s'approprier l'héritage de Nelson Mandela. Le héros de la lutte anti-apartheid a entamé sa 2e semaine à l'hôpital. Reportage. Ces enfants sont venus devant l'hôpital de Pretoria avec des ballons, des mots d'amour pour souhaiter à Nelson Mandela un prompt rétablissement. Alors que le héros de la lutte anti-apartheid entame son 7e jour d'hospitalisation, les Sud-Africains restent suspendus au bulletin de santé. Nous amenons les enfants ici parce qu'ils en ont entendu parler. Ils voient aux infos à la télé que Tata Mandela est à l'hôpital et ils savent que nous leur enseignons la culture et l'histoire de l'Afrique du Sud. Tandis que l'Afrique du Sud prie pour Nelson Mandela, le président Jacob Zuma s'est rendu dans le township de Soweto. Il a déposé une gerbe pour rendre hommage à Hector Peterson, ce jeune garçon de 13 ans tué en 1976 pendant l'insurrection étudiante, devenu depuis le symbole de la résistance de la jeunesse à l'apartheid. Cette rencontre de Jacob Zuma avec les habitants d'Orlando Ouest, et notamment avec les jeunes, avait surtout des allures de campagne électorale. Le président leur a demandé de s'inscrire sur les listes, puis il a prononcé un discours appelant à l'unité du pays. Aujourd'hui, nous ne recourons pas à la violence. Nous profitons de ce moment pour rassembler, être ensemble et ne faire qu'un. La nation de Tata Nelson Mandela, c'est une nation où nous sommes tous unis. Jacob Zuma sera candidat à sa propre succession. Le président sud-africain a profité de cette occasion pour prévenir qu'il ne laissera aucun autre parti que l'ANC s'approprier l'héritage de Nelson Mandela. En République démocratique du Congo, la nouvelle commission électorale indépendante a prêté serment hier devant la Cour suprême à Kinshasa. Elle est présidée par l'abbé Malou Malou, revenu aux affaires 7 ans après avoir présidé la première CENI qui avait organisé les élections présidentielles de 2006. Regardez. Retour aux affaires qui passe mal en République démocratique du Congo. Pour la 2e fois en 7 ans, l'abbé Malou Malou prend la tête de la très contestée commission électorale, malgré l'hostilité d'une partie de l'opposition et de la société civile, qui le soupçonne d'être à la solde du président Joseph Kabila. Des accusations sur lesquelles l'abbé ne reviendra pas lors de sa prestation de serment. Il promet juste un mandat irréprochable. Je prends l'engagement solennel
de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Critiqué jusque dans les plus hautes sphères de l'Église congolaise, l'abbé peut tout de même compter sur le soutien des militants du parti au pouvoir, venus en nombre devant la Cour suprême de Kinshasa célébrer sa nomination. Mais à quelques rues de là, sa désignation divise les Congolais qui gardent en mémoire son premier passage en 2006 à la tête de cette même commission électorale. Je ne suis pas d'accord avec le retour de l'abbé Malou comme président de la CENI. Lors de son premier mandat, il avait tripatouillé les élections. Le vainqueur de ces élections a été jeté en prison et ils ont fait les choses comme bon leur semblait. Je crois que le choix a été bien fait. C'est quelqu'un qui a fait son boulot. Les résultats étaient positifs. Bien qu'il y avait un peu de problèmes, les problèmes, ça ne manque pas à partir des problèmes. Homme de la situation ou pantin du pouvoir en place, les Congolais pourront se faire une idée lors des élections législatives et présidentielles de 2016. L'abbé Malou Malou aura en effet la lourde tâche d'en superviser l'organisation. Le nouveau président iranien s'appelle Hassan Rouhani. Cet intellectuel, présenté comme étant le plus modéré des candidats, a obtenu plus de 50% des voix. Reportage. L'union sacrée des réformateurs et des modérés a payé. D'après les résultats de 76% des bureaux de vote, Hassan Rouhani arrivait samedi largement en tête de l'élection présidentielle avec près de 51% des voix. Il pourrait donc être élu dès le premier tour. Ce religieux de 64 ans, connu pour avoir dirigé les négociations sur le programme nucléaire iranien, prône une politique de souplesse pour réduire l'impact des sanctions internationales qui pèsent lourdement sur l'économie du pays. J'ai accompli mon devoir de candidat. Le reste est entre les mains des électeurs. Les électeurs décideront par leur vote qui est le bon candidat. Le camp réformateur a réussi son pari, mobiliser tous ceux qui avaient manifesté contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad il y a 4 ans, tous ceux qui avaient promis de ne plus participer à un scrutin qu'ils jugeaient joué d'avance. La participation a été forte, vraisemblablement plus de 70%, et les bureaux de vote ont fermé plus tard en raison de l'affluence. Après 8 ans de silence, la patience du peuple a payé. La patience paye toujours. Les conservateurs, eux, ont pâti de leur division. En tête, le maire de Téhéran, Mohammad Bagher Khalibaf, obtient 15,6% des voix. Il est suivi de l'ex-commandant des gardiens de la Révolution, Mohsen Rezaï, avec 11,3%, au coude à coude avec l'actuel chef des négociateurs nucléaires, Saïd Jalili, qui refuse toute concession avec l'Occident. Si la victoire des réformateurs et des modérés se confirme, il ne faut pas s'attendre pour autant à de grands changements. En Iran, le président est le deuxième personnage de l'État. Sa marge de manœuvre est réduite, le Parlement et l'autorité judiciaire étant aux mains des conservateurs. Quant aux dossiers stratégiques comme le nucléaire ou les relations internationales, ils sont sous l'autorité directe du guide suprême, Ali Khamenei. Et pour le reste de l'actualité dans le monde, nous irons en Syrie, en Chine et en Russie. Mais avant, nous aurons pour première destination le Pakistan. Regardez. Au Pakistan, 23 morts dans 2 attentats à la bombe à Quetta dans le sud-ouest du pays. 12 étudiantes ont été tuées et une vingtaine de personnes blessées dans un premier attentat visant l'autobus de l'université dans le sud du pays, région où les talibans opposés à l'éducation des femmes sont très actifs. 11 autres personnes sont mortes dans un second attentat perpétré à l'hôpital qui accueillait les victimes. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a estimé vendredi que l'augmentation des livraisons d'armes en Syrie n'aiderait pas à résoudre la situation. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une enquête sur le terrain pour prouver l'utilisation d'armes chimiques. Le secrétaire général a une nouvelle fois appelé le gouvernement syrien à laisser opérer librement en Syrie l'équipe des experts de l'ONU. Il a également dénoncé l'implication du Hezbollah libanais dans le conflit aux côtés de l'armée syrienne. À
À Hong Kong, un groupe de partisans du Parti communiste s'est installé devant le consulat général des États-Unis pour exiger des excuses de Washington suite aux révélations d'Edward Snowden, qui a divulgué des détails sur l'espionnage électronique vis-à-vis de la Chine. Le FBI a annoncé avoir lancé jeudi une enquête sur l'ancien consultant âgé de 29 ans. Pékin a assuré de rien savoir sur cet Américain réfugié à Hong Kong. Les relations sino-américaines se trouvent mises à l'épreuve. L'espionnage informatique est une source de friction régulière entre les deux pays. La Russie... Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée sur RTI1. Au revoir.